Et salut tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc non pas de chimie organique mais de thermochimie cette fois-ci. Donc normalement c'est une vidéo qui du coup peut s'adresser à la fois au PC comme au psy en fait comme au MP, dans laquelle on va du coup parler de la loi de l'ébullimétrie, et plus précisément de la loi de la cryorométrie. C'est celle-ci sur laquelle je vais... Enfin en fait les deux lois sont parfaitement identiques, hein, mais ici on va particulièrement s'intéresser à la cryométrie, qui du coup bien relève en fait de propriétés colligatives. Donc en fait c'est-à-dire que cette loi, ici qu'on va venir démontrer, eh bien, va venir relier, donc de manière linéaire, l'abaissement en fait, de la température de fusion d'un liquide par rapport à la quantité de soluté qu'on va mettre dedans. Donc ici, je vais proposer un petit peu plus tard une application numérique avec des valeurs maison sur l'urine, hein, voilà. Ok, comme ça c'est dit. Et du coup, typiquement, pour prendre l'exemple de ça, bah, du coup, l'urine, en fait, c'est essentiellement de la flotte, puisqu'il y a en masse 95% d'eau à l'intérieur, donc c'est quasiment que de la flotte. Et pourtant, ça gèle à une température inférieure à celle de l'eau. Et c'est pas lié au fait qu'on ait de l'urine à l'intérieur, enfin du coup de l'urée, et que l'urée ait une température de fusion plus basse. Vous pourriez mettre n'importe quoi, ça abaisserait la température de fusion. Même un truc qui a une température de fusion hyper haute, genre je sais pas, vous pourrez mettre du fer à l'intérieur, bah vous aurez quand même votre température de fusion qui a baissé. Donc c'est quelque chose qui peut être un peu contre-intuitif, hein, voilà, c'est pas si évident. Et du coup, ça c'est en fait relié essentiellement à la quantité de matière, et bien de soluté qu'on va mettre à l'intérieur. Et les deux sont reliés de manière plus ou moins linéaire. En fait, on va voir que si on fait une approximation, donc si on fait un développement limité, c'est linéaire, sinon ça l'est pas. Et du coup, ici, on va essayer de chercher donc, cette loi précise. Honnêtement, du coup, c'est un exercice qui est assez classique, qui, je trouve, est à la fois pas si trivial quand on l'a jamais vu, dans le sens où je me souviens que la première fois que je suis tombé sur l'exo, bah, j'ai pas forcément réussi à le faire. Et pourtant, c'est un exercice qui est pas si compliqué que ça, je trouve, une fois qu'on l'a vu. Et du coup, c'est bien de pouvoir au moins le voir une fois, parce que bah, ça me permet de pouvoir un peu le torcher quand on le revoit, quoi. Ok. Donc du coup, et typiquement ce qui est dur, c'est de savoir comment est-ce qu'on part. Donc j'ai déjà écrit un petit indice ici, donc avec la loi de Van Hoff. Et en effet, c'est difficile de savoir comment on part parce que du coup, ce qu'on cherche à relier, c'est qu'on cherche à relier donc une variation de température, donc on va appeler ça delta T fusion, hop, à une quantité de matière. Donc je vais appeler X, et puis comme on a de l'urée, on va appeler ça X urée. Hop, on cherche à relier ça fois quelque chose, donc je vais appeler ça alpha. Et, et donc bah du coup il faut qu'on puisse partir de quelque chose pour arriver à cette, enfin à quelque chose qui a une relation qui a cette forme-là. Et du coup c'est pas forcément évident de voir directement d'où on va partir. La bonne idée c'est de partir de la loi de Van Hoff, puisqu'en fait la loi de Van Hoff elle traduit quoi? Elle traduit l'évolution du coup du cas standard en fonction de la température. Rapidement du coup cette loi, peut-être pour revenir un tout petit peu dessus, c'est une loi qui est du coup classique et qui est vraiment importante à connaître au signe près. J'insiste ici on a bien un plus et non un moins. En thermo, il y a beaucoup de choses qui sont au signe près, et du coup c'est vraiment important ici de mettre le bon signe. Et c'est assez logique parce que si vous avez une réaction endothermique, bah typiquement vous avez besoin de chaleur pour faire la réaction. Donc ça veut dire que plus vous allez augmenter la température, plus la réaction va être favorable. Du coup, donc ln de K standard, enfin la dérivée du ln de K standard sur dt va être positive, puisque du coup K standard augmente avec la température, et du coup le logarithme qui est une fonction croissante, du coup le logarithme de K standard augmente aussi avec la température. Et du coup typiquement delta RH standard du coup sera positif pour une réaction endothermique. Donc voilà, vous pouvez éventuellement retrouver des trucs comme ça, mais c'est du coup vraiment très important ici que vous ayez un plus et surtout pas de moins. Donc ça peut être du coup une bonne idée de partir de ça, parce que justement, ici on voit qu'on va avoir du coup quelque chose de thermodynamique avec une dépendance de la température. Et honnêtement, en thermochimie, la plupart des choses, on les fait à température fixée. Typiquement les potentiels chimiques, on connaît pas bien la variation du potentiel chimique en fonction de la température. Et c'est pour ça qu'en général on se place à température fixée. On peut faire varier la pression, on peut faire varier et bien éventuellement si on a un corps pur, si on a un corps pas pur. Donc on sait exprimer les potentiels chimiques de choses qui sont dans des phases. Par contre, on a du mal à faire varier les potentiels chimiques avec la température. En tout cas, en prépa, on n'a pas de loi là-dessus. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, l'une des rares lois thermo qui fait vraiment intervenir une variation de température, c'est la loi de Van Hoff, et du coup, c'est pour ça que ça peut être une bonne idée de partir là-dessus. En général, la loi de Van Hoff, on va chercher à l'intégrer. Donc, ici, on a une forme différentielle, hein. Donc, on va simplement l'intégrer en séparant les variables. Donc, ça va nous donner qu'on a la dérivée du ln du K standard, hop, qui va être égale à delta RH standard sur t carré dt. Et donc on va intégrer ça. Ici on va obtenir K standard, ici on va obtenir 1 sur t. Évidemment entre l'état initial et l'état final. Sauf que du coup ici il faut qu'on essaie un petit peu d'interpréter la loi et de comprendre ce qu'on fait. En fait ici on s'intéresse à un changement d'état. Ok. On s'intéresse à quoi? On s'intéresse plus précisément à de l'eau solide qui devient de l'eau liquide ou inversement. Et en fait on voit qu'on va pouvoir venir exprimer en fait une différence du coup d'état. En fait tout va rester dans K standard puisqu'on va considérer deux situations différentes. On considère une première situation. Hop, première situation, dans laquelle on a de l'eau pure solide, donc un glaçon, qui devient de l'eau pure liquide. Dans ce cas-là, c'est pas très compliqué. K standard, il vaut quoi? K standard, il va valoir par définition la fraction molaire de l'eau
donc en phase liquide, sur la fraction molaire de l'eau, en phase solide. Donc XEL sur XES, on voit pas très bien parce que j'écris des petits indices, mais voilà. Et ça, bien sûr, c'est 1, puisqu'on a, donc 1 sur 1, puisqu'on a que des trucs qui sont purs. Ok. Dans la deuxième situation, on va avoir de l'urine. Deuxième situation. Et en fait, ici, ce qui n'est pas évident, c'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que une fois que ça va cristalliser, c'est-à-dire une fois que notre urine cristallise, on va avoir d'un côté notre urée cristallisée et de l'autre côté notre eau cristallisée. Et en fait, ici, c'est pas des choses qui sont miscibles. C'est-à-dire que l'urine solide, donc l'urée solide et l'eau solide, c'est pas miscible. Vous allez peut-être avoir un bout d'urée solide piégé dans un glaçon, mais vous n'allez pas avoir un glaçon d'urine plus eau, vous voyez? Enfin, d'urée plus eau, je dis souvent urine au lieu de dire urée, mais vous voyez l'idée. Et en fait, du coup, un glaçon d'urine, c'est quoi? C'est juste un glaçon d'eau qui contient des petits morceaux de glaçons d'autre chose. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, dans cette situation, on passe d'eau pure solide à de l'eau liquide non pure. Puisque du coup, dans l'eau, par contre, cette fois-ci, dans le liquide, on a bien mélange, et donc on a de l'eau liquide non pure. Ok. Du coup, ici, que va valoir K standard? Bah ici, K standard, il va donc valoir la fraction molaire de l'eau, donc il va valoir XE liquide, qui cette fois-ci n'est pas égal à 0, divisé par et bien la fraction molaire de l'eau donc dans sa phase solide qui va valoir 1. Donc cette fois-ci, en fait, on va se retrouver avec XE liquide. Et en fait, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir intégrer Van 't Hoff entre ces deux situations. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, on a eau pure solide qui donne eau pure liquide. On connaît la température de fusion dans ce cas-là. La température de fusion, elle vaut quoi? Elle vaut 0 degrés Celsius, donc 273, je mets le virgule 15, degrés Kelvin. Hop. Dans le deuxième cas, bah, la température de fusion, elle vaut quoi? Bah justement, on va venir la chercher. Donc je vais appeler ça Tfuse 1 et je vais appeler ça Tfuse 2. Bah ça justement, on connaît pas cette température de fusion. Et en fait, c'est celle qu'on cherche à déterminer. Puisque là justement, on a, en fait, on a l'urine ici. Et du coup, on voit qu'on a deux choses qui sont non triviales qui ici interviennent. La première, donc, c'est le fait de considérer la loi de Van 't Hoff, parce qu'on voit qu'on va avoir une variation de température. Et du coup, la deuxième, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette loi-là. Comment est-ce qu'on l'intègre? Et du coup, en fait, on voit qu'on va venir donc intégrer entre deux situations. La première situation dans laquelle on a de l'eau pure, donc ça c'est pas très dur, on a une température de fusion qu'on connaît et un K standard qui vaut 1. Et du coup pour la deuxième situation, c'est là que ça se corse. En fait, on voit qu'on va venir considérer d'un côté de l'eau liquide non pure et de l'autre côté de l'eau pure solide, parce qu'on a simplement un glaçon d'eau qui éventuellement contient des glaçons d'urée solide en fait. Mais ça c'est... Du coup on a bien de l'eau pure solide en fait. Et donc ça, Tfuse 2, on connaît pas, on cherche. Du coup on va venir donc intégrer notre loi entre donc ces deux situations. Donc on va d'un côté se retrouver, si on intègre ça, avec du ln de K standard 2, moins ln de K standard 1, hop, qui va donc être égal à delta RH standard, sur R, et du coup dt sur t carré, ça s'intègre en donc moins 1 sur t, donc on aura du delta RH standard sur t, facteur 2, moins 1 sur t final, donc t final c'est t fusion 2, puisqu'ici on a bien considéré que notre état final c'était K standard 2, et notre état initial c'était K standard 1, donc ici on aura du 1 sur t, donc fois donc t fuse 2, plus 1 sur t fuse 1. On va connaître en fait. Hop. Et d'ailleurs ici du coup en fait delta RH standard on sait ce que c'est. En fait delta RH standard ça va être quoi? Ça va être égal et bien du coup à l'énergie qu'il faut fournir pour réaliser cette transformation. Et cette transformation c'est quoi? C'est le passage d'eau pure solide à eau pure liquide. Et du coup en fait ça va être la chaleur latente j'allais dire de vaporisation, chaleur latente de fusion de l'eau en fait. Donc ça va être égal à LF en fait. Donc delta RH standard égale chaleur latente de fusion de l'eau. Hop. Ok, nickel. Du coup, ici, on voit qu'on a certaines choses qui vont se simplifier. Premièrement, donc ces termes-là, en fait, il va faire 0. Pourquoi? Parce que du coup, K standard 1, c'est 1, et du coup, ln de K standard 1, ça vaut 1. Ici, on voit que du coup, on va se retrouver avec du ln de XE liquide. Donc ici, dans le cas où on a de l'eau liquide qui non pure. Sur 1, donc on enlève. Et ici, on va simplifier ça aussi rapidement. Parce que du coup, on voit qu'on va avoir donc du LF sur R. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va faire sortir le moins, vous allez comprendre pourquoi plus tard, et on va venir réduire ça sous le même dénominateur. Donc ici on va se retrouver avec quoi? Si on fait sortir le moins, on a 1 sur T fusion 2 moins 1 sur T fusion 1. Et du coup quand on va faire passer sous le même dénominateur, on va obtenir T fusion 1, T fuse 1 moins T fuse 2 sur T fuse 1, T fuse 2. Hop, comme ceci. Je vais sortir le moins, vous allez comprendre juste après pourquoi. Je vais changer de page. Je vais essayer d'exprimer à la fois la loi réelle et la loi approximée. Si on exprime donc la loi réelle, on va donc se retrouver ici avec du ln de XE liquide, qui va être égal à moins la chaleur latente de fusion de l'eau sur R, facteur de T fusion 1, donc la température de fusion de l'eau liquide pure, donc 273 degrés Kelvin, moins T fusion 2, donc la température de fusion de l'urine,
sur le produit des températures de fusion. À partir d'ici, une dernière transformation à faire, et ensuite on va obtenir donc la vraie formule, on va dire, la formule complète. C'est simplement en fait d'exprimer que la fraction du coup molaire d'eau, en fait c'est simplement 1 moins la fraction molaire de soluté, parce on peut séparer donc notre eau en eau plus soluté. Et donc on va simplement obtenir qu'on aura du ln de 1 moins x, donc du coup c'est x soluté dans la phase liquide, qui va être égal à moins la chaleur latente sur R fois la différence de température de fusion Tfus 2. Ok. On obtient donc ici notre formule complète, qui est donc la formule non approximée. C'est cette formule-là qu'il faut utiliser si on veut effectuer les calculs les plus rigoureux à la calculatrice notamment. Parce que notre calculatrice sait faire ce genre de calcul. Pour autant, ici on voit qu'on va pouvoir faire en fait tout un tas d'approximations qui sont du coup les dernières pour réellement obtenir la formule qu'on veut. Parce que nous du coup ce qu'on veut, c'est qu'on veut montrer qu'on a delta fusion qui va être proportionnelle, à une constante près, à la quantité de matière de soluté. Et dernière chose, eh bien on veut montrer, si possible, que cette dépendance, donc la constante est positive. Donc en fait, c'est simple, il suffit de faire un développement limité, et du coup c'est un développement limité qui est valable dès lors qu'on a donc la quantité, enfin la fraction molaire de soluté qui est faible, donc c'est-à-dire qu'on a mis peu de soluté en fait. Et du coup on va simplement obtenir ici qu'on aura du moins xSL, donc au premier ordre, égal à moins LF sur R, facteur de delta fusion. Et ici, si jamais on a donc XLS qui est infiniment petit, la température de fusion 2, elle est infiniment proche de la température de fusion 1. Parce que du coup, on a peu abaissé la température de fusion. Du coup, on va simplement dire qu'on a T fusion 1 au carré. T fusion 1 au carré. Parce qu'on connaît T fusion 1. Du coup, ici, les moins vont se simplifier. Et du coup, on va directement qu'on va obtenir donc XSL fois une constante. Cette constante, elle va avoir quoi? Elle va avoir T fusion 1 au carré sur donc fois R sur LF. Et ça, on voit que ça va être égal à delta T fusion. Hop. Et donc on a exactement une formule du type ce qu'on voulait obtenir au début, à savoir une constante qui va en fait relier donc la fraction molaire de soluté à la variation de température de fusion. Donc ça du coup c'est une formule donc, qui est valable, mais ça reste une approximation, mais c'est valable quand on se place avec une fraction molaire de soluté relativement faible devant 1. Et donc ça c'est la loi de la cryométrie ou la loi de l'ébullimétrie, telle qu'on l'entend et telle que vous la trouverez je sais pas, sur internet ou dans des cours. Enfin, je pense pas qu'elle soit officiellement au programme, mais c'est comme ça qu'on vous la demandera en exercice, quoi. Voilà. Du coup, maintenant, je vous propose rapidement de faire une application numérique pour vérifier qu'on a bien quelque chose de cohérent. Du coup, donc pour ça, moi j'ai fait ça avec des valeurs maison, parce que voilà, je trouvais ça drôle de. Enfin bon, on était dans une cuisine et on se demandait à combien ça gelait, et j'étais content de pouvoir montrer que. Qu'on pouvait déterminer avec un peu des calculs simples quelle était la température de fusion de cette merde. Donc du coup, en fait, on va partir de quoi? Donc j'ai pris simplement des valeurs que j'ai trouvées sur internet. Du coup, j'ai trouvé qu'on avait donc la fraction massique d'eau liquide qui était égale à 0,95. Hop. La chaleur latente de l'eau, donc c'est à peu près 2,2 fois 10 puissance 3 joules par mol. Hop. Et puis du coup, R, on va prendre 8,314. Donc joule, Kelvin moins 1, mol moins 1. D'ailleurs, on peut vite faire remarquer que tout ça c'est bien homogène, puisque du coup ici on a des Kelvin. Et là du coup on a bien des joules par Kelvin par mol, on multiplie par 2 fois des Kelvin, donc on a des joules par mol, fois Kelvin, et on divise par des joules par mol. Donc autour on a bien des Kelvin, et ça c'est homogène à rien, enfin c'est homogène à 1 quoi. Donc on a bien quelque chose qui est homogène. Voilà. Donc on va prendre ces valeurs là. Ici il y a une dernière transformation à faire. Parce que attendez, du coup on va aussi prendre donc T fusion 1, c'est égal simplement à 273 Kelvin. Hop. Et enfin du coup la dernière transformation c'est qu'ici on cherche une fraction molaire, alors qu'ici on a une fraction massique, donc ça c'est une valeur que j'ai trouvée sur internet. Après il y a plein d'autres trucs dans l'urine, donc il y a de l'urée, mais il y a d'autres trucs, genre je sais pas, il y a des sels. Du coup bon moi j'ai fait l'approximation ici, j'ai considéré que tout ce qui était pas de l'eau c'était de l'urée. Et en fait pourquoi ça va me servir? Parce que du coup on va chercher à transformer donc cette fraction. En fait simplement du coup on peut dire que la fraction molaire, la fraction massique pardon, d'urée en liquide, ça va donc être égal à 0,05. Et comme ça c'est la fraction massique et que l'urée c'est plutôt plus lourd que l'eau, la fraction molaire serait évidemment plus petite. Et du coup comment est-ce qu'on passe d'une fraction molaire à une fraction massique? C'était le dernier truc que je voulais montrer. On va donc avoir, en fait simplement il suffit d'écrire ce qu'on veut. Donc la fraction molaire d'urée dans la phase liquide, c'est égal à quoi? C'est égal à la quantité d'urée liquide sur la quantité d'urée liquide plus la quantité d'eau liquide. C'est un peu la définition. Maintenant, on peut remplacer. On sait que donc N, c'est égal à la masse sur la masse molaire. Donc on va avoir la masse d'urée liquide divisée par la masse molaire de l'urée sur la masse
d'urée liquide divisé par la masse molaire de l'urée plus la masse d'eau liquide divisé par la masse molaire de l'eau. Ok. Et ensuite, il suffit de diviser par la masse totale en haut et en bas pour revoir apparaître les fractions massiques qu'on connaît. On a donc la fraction massique d'urée liquide divisée par la masse molaire de l'urée sur la fraction massique d'urée liquide divisée par la masse molaire qu'on connaît, plus la fraction molaire d'eau, et la fraction massique d'eau, pardon, et la fraction massique d'eau liquide, oméga EL. En fait, c'est quoi? C'est égal à 1 moins oméga UL, tout simplement. Et du coup, ici, on va se retrouver avec du 1 moins oméga UL sur la fraction, enfin sur la masse molaire de l'eau. Donc on se retrouve avec ça. Et du coup, bah, ici, on voit qu'on connaît tout, parce que les masses molaires, on les connaît. Donc, bon, ça, je suis allé chercher sur internet, hein, mais du coup, on a la masse molaire de l'urée qui vaut 60 grammes par mol. Et du coup, la masse molaire de l'eau, ça c'est très classique, ça vaut 18 grammes par mol. Hop. Et après, bah, on voit que tout le reste on connaît parce que ça dépend juste en fait de la fraction massique, donc du durée qui vaut 0,05. Donc on peut faire le calcul. Donc moi je suis tombé sur 0,015. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier ma calculette. Ok, je suis bien tombé sur ça. Bon, il y avait un autre 5 derrière, donc j'aurais pu approximer à 0,16, mais c'est pas très grave. Et du coup, en utilisant donc, eh bien, cette relation-là, donc la relation exacte, j'ai trouvé qu'on avait donc delta fusion, delta T fusion, qui valait donc 4 Kelvin. Hop. Et donc delta T fusion, en fait, c'est quoi? On rappelle que c'est égal à T fusion 1 moins T fusion 2. C'était ce qu'on avait marqué juste là. Donc on avait du T fusion 1 moins T fusion 2. C'est ça, delta T fusion. Et du coup, bah, ça veut dire que c'est positif. Donc on est plutôt content, parce que c'était bien ce qu'on avait analysé au début avec les propriétés collégatives, à savoir que quand on rajoutait du solité, la température de fusion était abaissée. Et du coup, bah, c'est positif, donc on est très, très content. Et 4 Kelvin, on voit que c'est une valeur qui est tout à fait envisageable, dans le sens où bah, c'est globalement de la flotte, mais pas totalement. Donc ça baisse un petit peu, voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait, ça paraît tout à fait cohérent. Et du coup, bah, voilà, on voit qu'on a pu trouver comme ça la température de fusion d'un truc, avec des calculs relativement simples. On voit que fondamentalement, on n'a pas fait grand chose de compliqué, on a intégré une loi et on a fait un petit développement limité. Pour autant, ça reste quand même quelque chose qui est non trivial. Surtout, je trouve, par là, où une fois qu'on l'a fait, bah, on se souvient de quoi faire et on se souvient bah, de comment le faire. Mais honnêtement, la première fois que je me suis retrouvé là-dessus, comprendre qu'il fallait intégrer ça entre la situation 1 et la situation 2, que j'allais prendre de l'eau pure solide, mais par contre que mon eau liquide allait pas être pure, etc., je trouvais que c'était pas si évident que ça. Donc bah, j'espère que ça paraîtra un petit peu plus clair maintenant. Du coup, bah voilà, c'est tout donc pour la jeu de la calorimétrie. Ça marche exactement pareil pour les buliométries, il suffit de remplacer bah, du coup la température de fusion par la température d'ébullition et la fraction molaire du coup d'urée en liquide par la fraction. Enfin bon, bref, voilà quoi, vous avez compris, ça marche exactement pareil. Il faudra remplacer du coup par la fraction molaire en gaz, et ça veut dire que vous allez avoir des gaz qui évidemment sont miscibles, mais des liquides qui sont pas miscibles. Donc je sais pas, vous verrez ça genre avec un système autoluène, et calculer à quel point la température de fusion du système autoluène est abaissée quand vous mettez un tout petit peu de toluène par exemple. Voilà, ça marche très bien. Dans de l'eau, hein, bien sûr. Ou un tout petit peu d'eau dans le toluène, ce sera baissé aussi. Voilà. Bah écoutez, bah moi du coup c'est tout ce que je voulais vous raconter, donc bah, je vous souhaite une excellente journée, et puis bah, je vais se revoir la prochaine fois. Allez, au revoir.